Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies.
Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Bien des questions restent sans réponse en physique. Comment la matière et l'énergie universelle sont-elles apparues? D'où vient la gravité? La liste est longue. Nous travaillons depuis des années à obtenir des réponses. Une personne mérite d'être mentionnée dans ce contexte. Paramahamsa Tewari, l'auteur de la théorie dite des vortex spatiaux. Qu'est-ce que cette théorie et que nous dit-elle des lois cachées de l'univers? Nous allons voir ça. Paramahamsa Tewari est l'ancien directeur exécutif de la Nuclear Power Corporation, en Inde. Il a repris la théorie des tourbillons proposée pour la première fois par René Descartes pour tenter d'expliquer la pesanteur, et l'a finalisée. Tewari a toujours été inspiré par la physique et ses maîtres, et ce depuis l'époque où il étudiait l'ingénierie électrique. Après une étude rigoureuse de certaines lois,
Il a découvert de nouvelles équations définissant la matière, ainsi que la masse et la charge de l'électron. Il a ensuite élaboré sa théorie des vortex. Cette théorie visait à expliquer certains phénomènes mystérieux, notamment la création de l'électron et des champs d'énergie gravitationnelle, électrostatiques et électromagnétiques, ainsi que d'autres choses. Elle décrit également les 6 lois cachées de l'univers qui sous-tendent notre monde. Mais tout d'abord, voyons cette théorie. La théorie des vortex spatiaux suggère que l'univers est constitué de vortex, ou de réseaux d'énergie tourbillonnants. Et, selon Tewari, ces tourbillons seraient les éléments fondamentaux de l'univers. Ils seraient un peu le moteur des lois de la physique et des principes fondamentaux de notre monde. En gros, tout dans l'univers serait connecté et interconnecté grâce à ces tourbillons. Cette théorie n'est pas vraiment basée sur des observations réelles, mais plutôt sur des modèles mathématiques et informatiques. Par exemple, certains modèles informatiques ont montré comment ces tourbillons fonctionnent en hydrodynamique et en physique des plasmas. Ils ont montré que les tourbillons dans ces systèmes peuvent avoir un point d'attraction central et être interconnectés. D'autres modèles ont permis d'étudier comment l'énergie se déplace à l'intérieur des tourbillons, en créant différentes fréquences et vibrations. Mais certains experts ont reproché à Tewari de n'utiliser que des modèles et des simulations. La plus grande critique est que cette théorie ne peut pas être réellement testée. Elle repose sur les mathématiques et non sur des données expérimentales. Pour cette raison, elle n'est pas acceptée de manière officielle par les scientifiques. Mais elle est tout de même intéressante et apporte un point de vue unique sur l'univers et notre compréhension de ses lois. Par exemple, selon Tewari, l'univers posséderait des principes cachés qui seraient à l'origine de la création de la matière fondamentale, de son assemblage et de son mouvement. Quelles sont ces lois et que nous disent-elles? Jetons-y un coup d'œil. Loi 1. L'univers ne possède qu'une seule entité primordiale, l'espace, c'est-à-dire le vide absolu, qui structure la matière. Selon cette loi, l'espace est l'élément fondamental de l'univers et il est responsable de la structuration de la matière. Elle suggère que l'espace est l'entité fondamentale qui crée et conserve la structure de la matière, et que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, comme les électrons et les positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Mais qu'est-ce qui retient toutes ces briques? L'espace, bien sûr. L'espace leur donne une forme et une structure, comme ta boîte de Lego retient toutes tes briques colorées. Cette première loi stipule donc que l'espace est l'élément fondamental qui structure la matière et assure la cohésion de l'univers. Loi 2. La matière est constituée d'une seule sorte de particules fondamentales, les électrons et les positrons. Cette loi stipule que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, l'électron et le positron. Ce sont les briques de Lego dont nous venons de parler. Selon cette deuxième loi, ces minuscules particules invisibles constitueraient tout, de l'atome minuscule à l'immense galaxie. Quelle que soit la forme ou la taille de notre construction en Lego, elle est toujours constituée des mêmes éléments. Loi 3. La distribution des champs dans l'espace, telle que reconnue par la physique contemporaine, liée à la matière et émanant d'elle, est issue d'un seul champ fondamental dans l'espace. Cette loi stipule que les champs reconnus par la physique contemporaine, tels que les champs électromagnétiques et gravitationnels, sont des effets découlant d'un seul champ fondamental dans l'espace. Elle suggère que ce champ fondamental est responsable de la création de tout ce que nous observons dans l'univers. Tentons de simplifier les choses. Cette fois, imagine que l'univers est comme un grand terrain de jeu. Les différents champs que nous observons, comme le champ gravitationnel et le champ électromagnétique, sont comme différents jeux présents sur ce terrain. Mais l'important, c'est que nous sommes toujours dans un seul et même espace fondamental, le terrain de jeu lui-même qui maintient tout ensemble. Selon cette troisième loi, sans le terrain de jeu, nous ne pourrions jouer à aucun jeu.
Et sans ce champ fondamental dans l'espace, nous ne pourrions observer aucun champ dans l'univers. Loi 4. Il n'y a de vide dans l'espace nulle part dans tout l'univers, sauf au centre des particules fondamentales de la matière, électrons et positrons. Cette loi stipule qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'univers et que tout l'espace est rempli par le champ fondamental, celui dont nous avons parlé précédemment. Les électrons et les positrons se trouvent partout, et même les choses que nous considérons comme vides, comme le vide, sont en fait remplies de minuscules particules. Selon cette loi, les seuls espaces vraiment vides que nous pouvons trouver dans l'univers se trouvent au centre des particules fondamentales, électrons et positrons. Loi 5. À partir d'une seule constante universelle fondamentale, toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine sont dérivables. Cette loi stipule que toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine peuvent être dérivées d'une seule constante fondamentale. Toutes les constantes de la physique sont interconnectées et peuvent être expliquées par un seul principe fondamental. Je sais que je t'ai déjà beaucoup demandé de te servir de ton imagination, mais sois patient avec moi. Cette fois-ci, imagine que l'univers est une grande recette de cuisine. Toutes les constantes de la physique, comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle et la constante de Planck, sont des ingrédients. Ils sont en grand nombre et tous très différents. Mais, tout comme tous les ingrédients d'une recette sont interconnectés et s'assemblent pour former un seul plat, toutes les constantes de la physique s'assemblent pour former l'univers. Et tout comme une recette a un ingrédient principal qui maintient tout ensemble, la physique a également une constante fondamentale unique qui maintient tout ensemble. Loi 6. La structure spatiale de la matière fondamentale sous-microcosmique se répète uniformément dans les structures spatiales des corps macrocosmiques comme les planètes, les étoiles et les galaxies. Cette loi stipule que la structure des particules fondamentales qui composent la matière se répète uniformément à toutes les échelles, des particules subatomiques aux grands corps macrocosmiques. Elle suggère que les mêmes principes fondamentaux régissent la structure de la matière à toutes les échelles. Revenons à notre analogie culinaire. En utilisant différents ingrédients et en les combinant de différentes manières, notre cuisinier peut créer de nouveaux plats. Ces plats seront tous différents, et ils peuvent être très simples ou très complexes. Mais en les créant, le cuisinier applique toujours les mêmes principes et les mêmes connaissances. De la même façon, l'univers crée différentes structures, des atomes aux galaxies en passant par les étoiles et les planètes. Mais il utilise toujours les mêmes principes fondamentaux pour créer toutes ces choses. Cette loi suggère donc que la structure des particules fondamentales qui composent la matière est répétitive et uniforme à toutes les échelles. Voilà les 6 lois fondamentales de l'univers, selon Théorie. Et même si tout ça n'est pas accepté par la science officielle, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il existe actuellement une chose mystérieuse dans l'espace. Une tâche insolite que les scientifiques essaient en vain d'expliquer depuis plus de 15 ans. Plusieurs théories ont été élaborées à ce sujet. L'une d'elles affirme qu'il pourrait s'agir d'une marque laissée par une collision avec un univers parallèle. Est-ce vrai? Voyons ce qu'il en est. Regardez cette carte. C'est la carte de notre univers. Enfin, pas vraiment. Il s'agit en réalité de la carte du fond diffus cosmologique, également appelée simplement rayonnement fossile. Il y a plusieurs milliards d'années, il y eut un Big Bang, grande explosion. Ce dernier fut si puissant qu'il créa notre univers tout entier. Bien entendu, un tel événement ne pouvait pas se produire sans avoir de répercussions. Et il s'avère que ses conséquences sont littéralement partout. Le Big Bang a donc laissé derrière lui un rayonnement électromagnétique, que nous connaissons sous le nom de rayonnement fossile. Nous ne le voyons pas, et pourtant, il est littéralement là, sous notre nez, dans notre vie quotidienne. Et si vous aviez des super pouvoirs, vous verriez que tout ce qui vous entoure brille de cette faible lumière. Ce rayonnement est très important. Si nous n'avions jamais trouvé le rayonnement fossile, nous n'aurions jamais découvert le Big Bang. Avant cette découverte, les scientifiques pensaient que l'univers avait toujours existé. Il n'y avait pas de commencement et il n'y aurait pas de fin.
Cela nous semble aujourd'hui assez ridicule, mais il y a moins d'un siècle, les gens en étaient absolument sûrs. Stephen Hawking a été l'un des premiers scientifiques à deviner que l'univers avait bel et bien un commencement. Ce type était tellement cool qu'il s'en est rendu compte alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, alors qu'il travaillait sur sa thèse de doctorat. Malheureusement, il n'avait aucune preuve à l'époque. S'il y a eu une telle explosion il y a des milliards d'années, alors où sont les traces? Où en est la preuve? S'esclavent alors ceux qui croient à la théorie de l'éther stationnaire. Mais pas de panique, cette preuve est vite arrivée. En 1965, les astronomes Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent le rayonnement fossile. Ce fut la première preuve grandiose du Big Bang. Il s'est avéré que le rayonnement était partout, mais invisible à nos yeux. D'ailleurs, au début, Penzias et Wilson eux-mêmes l'avaient confondu avec le bruit d'une grande ville, ou avec des pigeons, ou quelque chose de ce genre. Pour leur découverte, qui bouleversa par la suite le monde de la science, ils reçurent le prix Nobel. Les gens découvrirent donc qu'ils étaient entourés de rayonnements électromagnétiques. Ils ont ensuite commencé à collecter des données à ce sujet et ont accumulé de plus en plus d'informations au fil des ans, jusqu'à ce qu'ils réalisent cette carte. Il s'agit d'une carte des températures du rayonnement fossile. En la créant, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inhabituel. Jetons-y un coup d'œil. Elle ressemble à un vaste ensemble d'endroits chauds et froids. Mais en réalité, notre univers est assez uniforme. Toutes les températures sur cette carte sont proches de moins 270,5 degrés Celsius, avec très peu de différence entre elles. Ces fluctuations de température entre les différents points de la carte s'avèrent de faible amplitude, et chaque petit point s'étend en fait sur des millions d'années-lumière. Notre monde est donc plutôt calme et stable, sauf sur un point, le cold spot, qui signifie « point froid » en français. C'est ce point, juste ici. Les astronomes l'ont découvert pour la première fois en 2004. À première vue, il n'y a rien d'inhabituel. Il s'agit simplement d'une région où la température est inférieure à la moyenne de quelques microkelvins. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une petite zone, il s'agit d'une gigantesque région froide. Elle fait littéralement des millions d'années-lumière. Une petite minute, ont alors objecté les scientifiques, cela ne peut pas être vrai. L'univers devrait être homogène partout. Selon notre modèle standard, ce point froid ne devrait tout simplement pas exister. Or, il se trouve qu'il est là. Il ne s'agit pas d'une simple erreur mathématique, il existe bel et bien. Qu'est-ce que ce point froid? Et comment est-il apparu? Les astronomes tentent de répondre à ces questions depuis des années. Aujourd'hui encore, nous ne disposons que de quelques théories. Parlons-en. Théorie 1, texture cosmique. Cette idée a été évoquée à la fin de l'année 2007. Des scientifiques ont alors suggéré que le cold spot pourrait représenter des collines de l'espace. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'une région cabossée de l'univers, qui fait simplement partie de sa composition. Néanmoins, il s'agit d'une théorie assez stupide, qui a été rapidement écartée. Théorie 2, le supervide. Considérée pendant un certain temps comme la plus plausible, cette hypothèse affirmait que le cold spot était en fait ce que l'on appelle un supervide. Il s'agit d'un endroit terrifiant et sombre de notre univers, où il n'y a pratiquement pas de galaxies. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une région déserte, où il n'y a presque rien, qu'elle nous semble froide. Cette théorie a toutefois été réfutée en mai 2017. Après avoir examiné attentivement le cold spot, les scientifiques ont constaté qu'il n'y avait aucun signe d'un supervide à cet endroit. En outre, les vides et les supervides, qui existent réellement, soit dit en passant, sont toujours de très petite taille. Or, le cold spot est littéralement des milliers de fois plus grand qu'ils ne le sont en général. Il devait donc y avoir une autre explication. Et il se trouve qu'il y en a une. Peut-être la plus étrange de toutes. Théorie 3. Un univers parallèle. Cette idée controversée a été avancée par la cosmologue et physicienne théoricienne Laura Mersini-Houghton. Selon elle, le cold spot pourrait être la trace laissée par une collision de notre univers avec un univers parallèle. La cosmologie standard ne peut pas expliquer un trou cosmique aussi gigantesque, explique Laura Mersini-Houghton. Il s'agit de l'empreinte indéniable d'un autre univers situé au-delà des limites du nôtre. Son hypothèse est basée sur la théorie du multivers, d'après laquelle il existe en fait un nombre infini d'univers comme le nôtre dans le monde. Ils entrent constamment en collision les uns avec les autres et se poussent les uns les autres. Push, en anglais, ce qui crée des nouveaux Big Bang.
Peut-être le cold spot est-il une espèce d'échymose résultant d'une telle collision? En mécanique quantique, ce genre de théorie délirante est assez courant, mais pour la physique standard et la compréhension du monde, c'est un véritable bouleversement. Bien sûr, nous avons besoin de preuves solides. L'équipe de Mersini-Houghton a commencé à y travailler. Le professeur Tom Shanks, du Centre d'astronomie extragalactique de l'Université de Durham, participe également à ces recherches. Le multiverse, le plus fou des modèles exotiques d'explication du cold spot, est en réalité le plus standard si l'on se réfère à notre modèle actuel de l'univers, écrit-il dans l'un de ses ouvrages. De quelles preuves avons-nous besoin? Notre cold spot est situé dans l'hémisphère sud. Selon Shanks, s'il y a vraiment eu une collision entre deux univers, nous devrions trouver un autre cold spot, et il devrait se trouver dans l'hémisphère opposé, l'hémisphère nord. Si les astronomes le trouvaient, cette théorie serait confirmée. Et ce serait la première preuve de l'existence d'un univers parallèle. Évidemment, tout n'est pas si simple. Pour trouver un deuxième point, nous avons besoin des télescopes les plus récents et les plus sensibles qui existent. Nous devons également en apprendre davantage sur la nature de l'énergie noire et la manière dont elle affecte l'espace, etc. En d'autres termes, le chemin à parcourir est encore long. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques pensaient avoir découvert le deuxième cold spot. Des chercheurs du Nouveau-Mexique croyaient l'avoir trouvé dans l'hémisphère nord. Malheureusement, il s'agit probablement d'une erreur. La carte utilisée par ces chercheurs comportait une grande part d'inconnus. Il est donc possible que leur découverte ne soit que le résultat d'un accident causé par d'autres vides. En résumé, aucun autre cold spot n'a encore été trouvé jusqu'à présent, malgré des recherches minutieuses. Cela dit, encore une fois, même le meilleur et le plus moderne des équipements reste loin d'être parfait. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres cold spots, mais simplement que nous ne l'avons pas encore trouvé. Si un jour nous le trouvions, cela pourrait révolutionner le monde de la science pour toujours. Nous confirmerions non seulement la théorie des univers parallèles, mais aussi la fameuse théorie des cordes. Cela pourrait expliquer tout ce qui se passe dans notre monde. En revanche, si cela se produisait, nous aurions encore plus de questions que nous n'en avions déjà. Comment ces deux univers sont-ils entrés en collision? Comment tout cela fonctionne-t-il? Jusqu'à présent, il ne s'agit que de suppositions. Nous ne pouvons pas affirmer que le cold spot est la trace laissée par la collision d'univers parallèles. Cependant, nous ne pouvons pas non plus le réfuter. En fait, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, mais il est toujours intéressant de la chercher. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large.
Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14 zéros fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles, eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue, une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle, une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent.
Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Des scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir ? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le super amas de l'Aniakea, le petit point ici est notre galaxie. On continue, le super amas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tache vue d'ici. Ensuite, le super amas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le supervide de l'Éridan. Il fait environ 1 milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit, et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre, et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres, comme deux gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau du nôtre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide, et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les deux bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées.
puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de deux galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait 2 fois la taille de la nôtre. Elle comprend 1 billion d'étoiles, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête, un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous à 100 km par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des deux commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de deux galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand tamis. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussière d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirés par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées, car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernova. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolore au centre des galaxies fusionnées.
Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartés reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'Androctée, la voie Andro-Milky-Méda, blablabla. Difficile à dire. Éloignons-nous de la Terre pour la regarder de plus haut. Elle brille comme un sapin de Noël. La nuit, les grandes villes ressemblent à des taches jaunes. Et le jour, nous pouvons voir des structures étranges, comme une île en forme de palmier dans les Émirats Arabes Unis ou une ligne sombre qui traverse la Chine, la Grande Muraille. Ce sont des traces de l'existence humaine. Maintenant, pointons notre télescope vers d'autres planètes. Mars, c'est juste un désert sans fin. Vénus, seulement des rochers et des volcans. Même si nous regardons dans l'espace lointain, toutes les planètes sont sans vie. Pas une seule trace de civilisation extraterrestre. Beaucoup de gens pensent que la Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie. Voici notre galaxie. Il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil. Et voici l'univers observable avec des milliards de ces galaxies. Il y a un nombre presque infini d'étoiles. Et près de chacune d'elles, il doit y avoir des planètes habitables. Mais il se peut que nous n'ayons pas trouvé de vie sur d'autres planètes parce qu'elles se cachent justement sous leur surface. Par exemple, il y a Europe, un satellite de Jupiter légèrement plus petit que notre Lune. Sa structure ressemble à un œuf à la coque. Sa surface est une croûte de glace. Mais si on la traversait, on atteindrait un océan d'eau. Jupiter et ses satellites sont très éloignés du Soleil. Il y fait donc très froid, environ moins 170 degrés. L'eau liquide s'y transforme donc instantanément en glace. Mais Jupiter a une forte force gravitationnelle. Cela cause beaucoup de friction à l'intérieur d'Europe et ça réchauffe son noyau. Cette chaleur fait fondre la glace environnante et cela donne un océan d'eau liquide sous sa surface. L'eau est la base de toute vie, donc il pourrait y avoir de simples bactéries dans cet océan. Et qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de vie, comme des poissons aux formes étranges à cause de la faible gravité, ou des créatures semblables aux baleines, se nourrissant de plancton. En 2009, les scientifiques ont découvert une planète entièrement recouverte d'un océan, GJ 1214. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre et environ 75% de sa masse est constituée d'eau. Pourtant, les températures sur cette planète sont si élevées que cette eau s'évapore. Mais il y a tellement de vapeur qu'elle semble aussi dense que l'eau elle-même. Rien ne pourrait sembler vivre dans de telles conditions. Mais les scientifiques ont récemment découvert au moins 24 planètes meilleures que la Terre et les ont qualifiées de super habitables. Elles orbitent autour d'étoiles lointaines, dans leur zone habitable. C'est la zone située à une distance parfaite d'une étoile pour accueillir la vie. Dans notre système solaire, Vénus, la Terre et Mars sont dans cette zone. Une planète super habitable doit être 10% plus grande que la Terre et avoir une gravité plus forte afin d'avoir une atmosphère plus dense. Une température de 8 degrés supérieure à celle de la Terre rendrait cette planète plus humide et favoriserait le développement d'une variété d'organismes. Ces planètes pourraient accueillir la vie, mais il est difficile de savoir si la vie y est déjà présente. Le principal marqueur qui confirmerait l'existence d'une civilisation avancée là-bas pourrait être les ondes radio. Imagine une planète habitable semblable à la Terre. Au cours de l'évolution, des êtres intelligents y sont apparus. Ils sont plus grands que les humains à cause de la faible gravité et leurs yeux sont adaptés à la lumière d'une autre étoile, beaucoup plus brillante que le Soleil. Tôt ou tard, ces êtres devront utiliser des ondes radio pour communiquer entre eux. Nous pouvons penser à ces ondes comme à des sons puissants venant de haut-parleurs. Voici la Terre. Nous utilisons beaucoup les ondes radio et le bruit provenant de notre planète est assez grave. Si une planète voisine avait des radiotélescopes, de grandes antennes qui captent ces ondes, elle se rendrait compte que la vie s'épanouit ici. Il y a de nombreux radiotélescopes sur Terre qui sont pointés vers l'espace, dans l'attente d'un signal extraterrestre. Mais nous n'avons encore rien reçu. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas une planète quelque part dans l'univers qui émette des ondes radio. C'est une question de distance. Faisons un bond de 200 années-lumière vers une autre étoile. Supposons qu'il y ait une planète X hébergeant la vie. La civilisation ici est assez avancée pour utiliser les ondes radio, donc ils émettent une première onde dans l'espace.
Nos radiotélescopes ne pourront la capter que 200 ans plus tard. Cela fonctionne également dans l'autre sens. La communication radio n'existe sur Terre que depuis 1895. Notre signal radio n'atteindra donc pas la planète X avant 2095. C'est seulement à ce moment que les extraterrestres entendront notre voix. Mais ce bruit ne dure pas longtemps. Chaque année, notre technologie s'améliore et le bruit que nous faisons diminue. Nous utilisons la communication mobile, la télévision par câble et la fibre optique. Cela réduit le bruit émis par notre planète dans le spectre radio et nous deviendrons même bientôt invisibles pour les autres planètes. Et c'est pareil de l'autre côté. Les ondes radio ne sont donc qu'un petit bip à l'échelle cosmique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que le silence radio soit une preuve que la vie extraterrestre n'existe pas. Un télescope géant qui pourrait prendre une photo en direct d'une planète possiblement habitée changerait la donne. On zoomerait sur la photo et hop, on verrait des villes extraterrestres avec des immeubles et plein d'antennes. Mais nous ne pouvons pas encore voir si loin. Nous pouvons à peine prendre des photos de Mars et de ses satellites, et même leur qualité nous induit encore en erreur. Prenons par exemple Sidonia, qui ressemble à un visage humain sur Mars. On a pensé qu'une ancienne civilisation avait fait une sorte de sculpture. Des théories plus extravagantes parlaient même des restes d'un géant, et qu'il y avait même un corps entier sous le sable de Mars. Mais en fait, c'était juste une colline. Le vent a créé des creux à cet endroit et avec l'ombre, nous les avons pris pour des yeux et une bouche humaine. Il y a aussi le monolithe sur le satellite de Mars, Phobos. On y a trouvé une roche lisse qui était presque aussi haute que la pyramide de Khéops. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses théories sur la civilisation qui l'a construite. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un rocher. Le nombre infini d'étoiles et de mondes qui les entourent garantit presque l'existence d'autres civilisations. Alors pourquoi ne viendraient-elles pas sur Terre ? Nous pensons que la vie dans l'univers se développe selon des scénarios similaires. L'émergence de formes de vie simples, suivie de l'évolution et de la naissance de civilisations technologiquement avancées. Mais comme sur Terre, des cataclysmes s'y produisent et provoquent des extinctions massives, comme les météorites. Il y a peut-être une civilisation prête à partir dans l'espace, mais qui fut détruite par une énorme météorite, comme celle qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre. La vie sur cette planète recommencerait donc un nouveau cycle à partir de zéro. En outre, plus la civilisation est avancée, plus le risque d'autodestruction est grand. Les scientifiques pourraient mener des expériences sur des machines, comme le grand collisionneur de Hadron, et y créer accidentellement un trou noir. Celui-ci se mettrait à avaler tout ce qui l'entoure et grossirait. Rapidement, toutes les villes super développées de cette civilisation disparaîtraient, ainsi que toute la planète. Une autre possibilité pour une civilisation super avancée serait de voyager par les trous de verre. Ce sont comme des tunnels situés dans l'espace-temps. Les extraterrestres pourraient voyager à travers sans jamais revenir en arrière. Mais il est aussi possible que la vie sur Terre soit unique, car notre planète s'est formée grâce à plusieurs coïncidences incroyables. La première est l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie. Dans la Voie lactée, il y a un feu d'artifice constant de supernovas. Le rayonnement de ces explosions détruit tout ce qui l'entoure sur de grandes distances. Notre système solaire se trouve juste dans la zone de l'orbite galactique où nous sommes à l'abri de ces explosions. Un autre facteur est la Lune. Selon une théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, une météorite de la taille de Mars s'est écrasée sur la Terre. Un impact plus direct aurait simplement pulvérisé la Terre. Et si cette météorite n'avait fait qu'effleurer la Terre, les débris se seraient simplement envolés. Mais cette collision s'est produite précisément de manière à ce qu'une partie de la météorite reste dans l'orbite de la Terre, formant la Lune. Cette dernière a stabilisé la rotation de notre planète et a réchauffé son noyau par gravité. Et c'est là que notre planète a développé un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. D'autres scientifiques pensent que la vie extraterrestre pourrait être différente d'un point de vue biochimique. Le carbone et l'eau sont les éléments de base de notre corps, mais le carbone pourrait être remplacé par du silicium ou du phosphore et l'eau par de l'ammoniac ou du méthane. Ces atomes pourraient former des molécules différentes et s'assembler en un organisme vivant. Une vie basée sur de tels éléments ne ressemblerait à rien de ce qui existe sur Terre.